Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Trèfle, Titouan pour vous accueillir tout au long de cette émission. Alors après une trade deadline des Celtics, somme toute intéressante à défaut d'être spectaculaire, on remet le bloc chauffe et aujourd'hui ce sera pour un nouvel épisode de la série des Focus. Alors pour rappel, dans ces épisodes Focus, on détaille un peu le profil d'un joueur de l'effectif pour que vous puissiez en découvrir davantage. L'idée c'est de parler de son profil à la fac. Bon alors celui dont on va parler aujourd'hui n'est pas passé par la fac américaine, mais voilà, de parler de son profil pré-draft, de l'évolution de son jeu depuis son arrivée en NBA, de son rôle au sein de l'équipe actuellement, de ses axes d'amélioration pour le futur, etc. Et pour aujourd'hui, dans ce 4e épisode de notre série Focus, zoom sur Kristaps Porzingis. Avant de se lancer dans cette périlleuse mission, qui est celle de l'analyse qui est le joueur Porzingis, je vais vous présenter les intervenants du jour. Et pour m'accompagner, côté équipe du Trèfle, on a Vincent. Salut Vincent, comment tu vas ? Salut Titouan, salut à tous, ça va très bien. Vincent, un petit mot sur la trade deadline des Celtics rapidement. On le rappelle, on a récupéré Xavier Tillman des Grizzlies en échange de Lamar Stevens et 2 seconds tours de draft. Et sur le gong, on récupère Jaden Springer des Sixers contre un second tour de draft également. On a aussi envoyé Benton aux Blazers contre un second tour, mais protégé 31-55, donc autant dire que on l'a envoyé contre rien, c'était uniquement pour faire de la place dans le roster. Vincent, un petit mot rapide sur la deadline des Celtics. Ouais, plutôt intéressant, j'ai l'impression que c'est intéressant, moi je connais pas très bien les deux joueurs, mais de ce que j'en lis, ça me paraît plutôt intéressant, avec Tillman qui va pouvoir essayer de limiter les minutes justement de Porzingis et Horford et de leur filer un coup de main. Et puis quand tu te renseignes un peu, tu te rends compte que c'est quand même un mec qui a joué des matchs de play-off, qui l'année dernière starté, alors par défaut, hein, mais en play-off pour Memphis, donc c'est plutôt intéressant. J'attends de voir. Il me tarde de le voir en fait maintenant, notamment Tillman. Moi Springer je le connais pas du tout, donc j'en dirai rien, mais Tillman il me tarde de le voir. Ouais, c'est 2 joueurs que j'avais vus à la fac. C'est vrai que Tillman, moi je pense qu'il peut avoir des minutes en saison régulière rapidement, voire même en play-off. Springer, je pense que c'est vraiment plus un projet de développement. Je serais très étonné si on le voit en saison régulière avant, peut-être dans les fins de match enfin dans les blowouts ou en fin de saison quand on va faire reposer un peu les cadres. Mais je pense que c'est plus un projet peut-être pour l'année prochaine. Et notre deuxième invité qu'on a bien trop fait patienter. Il me semble que c'est la première fois qu'on l'accueille sur ce podcast, mais vous l'avez forcément déjà entendu ou lu, que ce soit sur QI Basket, anciennement Café Crème Sport, plus récemment chez Envergure ou même dans le Basket Lab chez l'ami Guillaume. Il s'agit de François Damien, aka FD, aka le Amaris tout des meilleurs de Strasbourg. Salut FD, comment vas-tu ? Ça va très bien. Je pense qu'à ce moment-là, on peut dire FD, aka François Damien, parce que les gens me connaissent plus par FD. Oui. Mais non, merci pour l'invitation, les gars. C'est vrai que c'est la première fois que je suis sur le trèfle après avoir suivi sa création depuis le début, l'avoir suivi d'assez près. Donc voilà. Merci les gars pour l'invitation. Pas de rien, ça fait plaisir de t'avoir. Pour qu'on explique à nos auditeurs, FD, on t'a invité aujourd'hui notamment parce que tu es fan des Knicks et que le joueur qu'on va passer au crible aujourd'hui a fait un petit bout de carrière aux Knicks quand même, hein, c'est même fait drafter là-bas. Mais avant de te lancer sur lui, est-ce que tu veux dire un petit mot sur la trade deadline des Knicks tant qu'on y est? Profites-en, c'est pas tous les jours qu'on parle d'autres équipes que les Celtics sur ce podcast. Par contre, je pense que 90% de nos auditeurs sont fans de Boston, donc attention à ce que tu vas dire. Tu commences à dire les Knicks sont favoris pour le titre. Non, tu vas en fâcher quelques-uns.
Ils sont juste favoris pour aller en conférence, en finale NBA, mais ça, c'est autre chose. Non, très, très rapidement, puisque tu me lances, non, moi, je suis très satisfait de la trade deadline. Je pense que l'ajout de Bogdanovic et même Alec Burks, en fait, qui fait son retour chez nous, bah, ça va être super intéressant. Évidemment, il y a tout l'aspect un peu émotionnel de perdre en l'espace de 3 semaines, bah, tu vois, ton Quickly, Grimes, et RJ Barrett, c'est comme vous quand vous vous séparez je pense, de Rob Williams ou un peu moins de Grant Williams, je pense, mais il y a toujours cet aspect de quand tu vois partir les enfants qui ont grandi chez toi, bah ça fait toujours un petit peu mal. Mais je choisis de l'analyser de manière objective et non sentimentale. Et puis je pense que les ajouts sont vraiment intéressants, à la fois pour bien finir la saison régulière, parce que là les blessures s'accumulent, Tom Thibodeau oblige. Et puis aussi dans la perspective de bataille de play-off où on a ajouté un petit peu de profondeur. Donc c'est très positif dans l'ensemble. Là, c'est vrai que pour tout dire, il y en a quelques-uns dans l'équipe du trèfle, dont Elias et Hugo pour ne citer que, qui ont très peur des Knicks et qui nous ont déjà dit que ils préféraient affronter le Heat que les Knicks en play-off à l'heure actuelle. Pourtant, c'est pas faute d'avoir été violenté par le Heat dans les play-offs précédents. Mais bon. Bah écoute, on va commencer après cette longue intro. Je vous propose qu'on se lance. Je vais te jeter dans le bain direct FD parce que on va parler de Kristaps Porzingis à son arrivée en NBA, donc un peu avant et au moment de sa draft. Donc Porzingis, il arrive d'Europe, particulièrement d'Espagne. Enfin, il arrive de Lettonie, mais il évoluait en Espagne avant de se faire drafter. Moi, je ne scoutais pas encore à l'époque. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur le joueur qui était Porzingis lors de sa période pré-draft, ses qualités, ses défauts, le profil qu'il était? Ouais, bah, je scoutais pas non plus à l'époque. Je suivais un peu les jeunes joueurs, mais pas autant en détail que j'ai pu le faire par la suite. Par contre, c'est vrai que quand les Knicks sont draftés, j'avais vu la draft en live. Et donc j'étais un peu surpris, donc j'étais allé regarder un peu ce qu'on en disait. Je t'avoue que les matchs de Liga ACB à l'époque, déjà encore maintenant, hein, mais sont difficilement trouvables, des matchs complets sont difficilement trouvables. Mais en fait, il avait cette promesse, euh, d'être déjà très grand. Hein, il fait déjà à son arrivée en NBA, il fait déjà 2m18, d'être très grand, d'avoir un début de tir, puisque déjà en Espagne, bah, il prend du tir à 3 points avec un volume assez intéressant. Et t'as tout cet aspect, mais en fait, comme il est super grand et qu'il bouge bien, parce qu'au début de sa carrière, peut-être on en parlera après, hein, au début de sa carrière, c'est quand même quelqu'un d'assez mobile et d'assez rapide. Et donc très vite, tu vois émerger ce statut de ah ouais, ok, il est super grand, il est athlétique et il tire. Et donc forcément, bah tu fais très vite les comparaisons. Dirk Nowitzki notamment a été la grande comparaison, Dirk Nowitzki de début de carrière. Et donc c'est un peu ça, la promesse de Kristaps Porzingis qui le fait drafter en 4e position par les Knicks, c'est cette combinaison de taille, de défense, de capacité athlétique, de mobilité et de tir extérieur. En fait, alors du coup, moi, je l'avais pas vu pré-draft, mais une fois drafté, les choses que je lisais sur lui, alors il faut se rappeler que il me semble, tu vas me confirmer en tant que fan des Knicks, mais il me semble qu'il est bien hué à sa draft. Ouais. Mais moi, le mot qui venait tout de suite dès qu'il y avait Porzingis, c'était licorne. Et je crois, dans mes souvenirs, je crois que c'est la première fois que j'entends parler de cet adjectif de licorne en fait pour qualifier un joueur à sa draft. Alors peut-être parce que je suivais moins la NBA avant, je sais pas trop. Enfin moins près dans l'analyse des joueurs, mais ouais, c'était cette promesse du joueur. En fait, ce qui faisait baver, c'est un grand de plus de 2m15 qui shoot comme un ailier de 2m7 en fait. Et il y avait pas mal de comparaisons très audacieuses sur KD aussi, j'avais vu. Sur le côté, alors pas le côté scoreur naturel de KD, mais le côté grand longiligne qui shoot comme un meneur en fait. Vincent, il me semble que toi tu l'as pas vu avant sa draft, mais tu l'as vu au Knicks. Est-ce que l'image que tu avais de lui au Knicks, ça correspond un peu au profil pré-draft ou du moins
aux joueurs que définit François Dermien. Oui, je pense que la promesse au Knicks, je sais pas, FD nous en dira plus, mais elle a été plutôt la promesse pré-draft, elle a été plutôt respectée en fait. Hein. Sur les 3 années qu'il fait à New York, j'ai eu l'impression moi de loin que ça avait été plutôt un succès. Hein. Donc je pense que c'était avant sa blessure, le prospect qui est drafté, c'était plutôt bien drafté. Vous étiez plutôt content de l'avoir. Je sais pas, tu vas pas me confirmer, mais. Ouais, totalement. Mais oui, pour revenir sur le truc pré-draft, effectivement, il se fait huer pour plein de raisons différentes. Hein. Il faut se rappeler que là, on est quand on parle d'Enix, forcément, on pense Leon Rose, Jalen Brunson, compétences et victoire. On est dans un contexte totalement différent à l'époque. Hein. On est sur les dernières années de la période Carmelo Anthony. T'as pas fait les playoffs en 2014-2015, ce qui fait que t'as un bon choix de draft en 2015-2016. Tu viens de trader pour Andrea Bargnani. Ton poste 5 titulaire s'appelle Robin Lopez. Et voilà, ton meneur titulaire c'est José Calderon et ton poste 2 c'est Aaron Aflalo, quoi. Donc bon, le contexte. Entendre ça en 2024, ça fait mal aux oreilles. Hein. Ça fait mal. Mais du coup, faut se rappeler ça, c'est que l'atmosphère autour de lui est morose. Phil Jackson a déjà totalement perdu la confiance des fans avec ce trade pour Bargnani. Et du coup, en fait, t'as ce moment où, en fait, tout le monde veut Moutier, quoi. Tout le monde veut Emmanuel Moutier parce qu'il fait une bonne saison en Chine, parce que c'est un scoreur, parce que il offre plus de garanties que le laiton qui ressemble à Sean Bradley et que personne n'a vu. Que personne n'a vu. Que personne n'a vu à part la niche du NBA Twitter, et encore le NBA Twitter en 2015, je sais pas à quel point il était développé, ou en tout cas c'était encore plus une niche qu'aujourd'hui, j'ai l'impression. Donc il y a tous ces aspects-là qui font que je pense pas que ce soit vraiment le joueur et le profil qui soit abhorré le jour de sa draft. Par contre, ouais, c'est tous ces éléments de contexte mis bout à bout qui font qu'il arrive en NBA en fait avec tout à prouver. Et par contre, c'est quelque chose que mentalement il a tout de suite assez bien assumé. C'est voilà, il savait que c'était pas forcément contre lui, hein, c'était pas forcément personnel, mais par contre, il avait cette envie de prouver ce dont il était capable dès son arrivée en NBA. Moutier que finalement vous avez fini par avoir, les fans d'Enix, quelques années Exactement. plus tard, il me semble. Exactement, ouais. Et on en parlait un peu en off avec Vincent, qui disait que en fait la carrière, je sais pas si c'est d'accord, mais que la carrière de Porzingis elle est clairement divisée en 3 parties. T'as la partie New York, ensuite il y a sa partie post-blessure où c'est la partie un peu à Dallas, où là on va y venir, mais il y a eu des hauts et aussi des bas des deux côtés du terrain, et un peu, enfin même dans l'effectif, on va dire, je sais pas si je peux dire dans le leadership parce que c'était pas le leader, mais voilà, dans l'entente dans l'effectif. Et ensuite il y a une troisième partie où je pense qu'on peut mettre Washington et Boston dessus, et on y reviendra parce que c'est vraiment une partie où il rebondit et il revient à un très très haut niveau. On va partir sur la partie Dallas. Je sais pas toi FD si tu l'as suivi aussi quand il est parti d'Enix, qui a été à Dallas, mais est-ce que tu avais vu des axes de progression? Est-ce que tu sens que c'est vraiment sa blessure qui l'a freiné, ou est-ce que toi aussi tu trouves qu'il était pas bon à Dallas, ou il était meilleur que ce que beaucoup disaient? Enfin, son utilisation aussi avait changé parce que du coup il était plus forcément le numéro 1, même si au Knicks il y avait Melo, mais voilà, on sentait qu'au Knicks on essayait de le mettre en avant. Arrivé à Dallas, moi quelque chose que j'ai noté aussi, c'est qu'à Dallas, pour la première fois de sa carrière, il fait une saison avec un true shooting percentage positif, enfin le true shooting percentage plus positif, donc au-dessus de 100, notamment sa deuxième saison. Donc moi en fait, si je vais regarder les stats, je me dis en fait il est meilleur qu'Onyx. Comment ça se fait qu'à Dallas on en parle comme une partie de sa carrière ratée en fait? Ouais, pour revenir juste très rapidement sur Enix, un autre élément de contexte qui fait qu'il a cette explosion entre sa deuxième et sa troisième année. La troisième année, c'est celle où il se blesse en cours de saison. Il se blesse après une 50aine de matchs. Et c'est sa meilleure saison. Pour moi, il était potentiel, enfin, il était All-NBA sur ce début de saison, pour ne pas dire plus. Mais c'est le départ de Carmelo Anthony qui fait qu'en fait, à partir de sa troisième année au Knicks, la dernière, avant sa blessure, c'est la première option offensive.
C'est la première option offensive et il passe en fait, parce qu'on n'a pas trop parlé de son profil pour l'instant au Knicks, mais il passe de ce tireur à 3 points exclusif qui finit pas trop au cercle à en fait une machine d'isolation et une machine de pick and pop à mi-distance. Et en fait, c'est ça qui lui crée sa très très bonne année offensive avant sa blessure. C'est à la fois un mélange il prend du muscle, donc il finit mieux au cercle, parce qu'au début de sa saison, au début de sa carrière, pardon, la finition au cercle c'était un peu compliqué. Il finit mieux au cercle et surtout il a cette adresse à mi-distance qui est incroyable. Ensuite, arrivé à Dallas, c'est vrai qu'il y a cet aspect que voilà, c'est plus le go-to guy qu'il a pu être dans sa dernière année à New York. Et au niveau de son utilisation, c'est ça pour moi qui s'en est ressenti, c'est que il fait une très très bonne saison à New York sur sa dernière saison, parce que on lui donne énormément de ballons, soit au poste bas, soit en isolation à partir du poste haut. Et c'est vrai que sa dernière, désolé je te coupe, mais c'est pour illustrer ce que tu dis, c'est vrai que sa dernière saison au Knicks, c'est quelque chose, je m'étais pas attardé là-dessus, mais il a 31% d'usage, qui est normalement un usage de star en fait, enfin de franchise player. Parce que c'en était une, c'était à ce moment-là c'était une star. Et puis une autre stat, sa dernière année au Knicks, par 75 minutes, il prend 12 tirs à mi-distance. Par 75 minutes, c'est dans le 99e pourcentiel en 2018. Donc même en 2018 où on prenait plus de mi-distance qu'aujourd'hui, il avait un volume mais de méga star à mi-distance. Et donc arrivé à Dallas, c'est vrai qu'on lui demande un petit peu de couper ça, quoi. Il passe de 12 tirs à mi-distance par match à 6, tu vois, on lui divise son volume de tirs par 2. Et puis je pense qu'on va y revenir après, hein. Il y a tout l'aspect défensif où je pense qu'à Dallas on a essayé de faire de lui un poste 5 défensif, là où New York très souvent l'a utilisé comme un poste 4 qui était plutôt là pour on utilise beaucoup le terme de roamer sur le basket, ça pour être en fait pas sur le point d'attaque, mais plutôt hors ballon, moins responsabilisé, et être là pour venir apporter des aides, venir apporter du rebond, venir apporter de la rim protection secondaire. Ouais, en seconde lame. Voilà, c'est ça. On va pas le mettre sur ce que faisait Rob Williams, ce que faisait très bien Rob Williams chez nous. Le fait de pas être directement impliqué sur l'action, être un petit peu plus libre et pouvoir venir apporter des aides. Je pense que cette combinaison de moins de responsabilité offensive et ce changement de rôle défensif a fait que c'est peut-être pour ça que la perception est moins bonne sur ces saisons à Dallas. Ça marche. Vincent, un petit mot sur le joueur qu'il était à Dallas et la perception que toi t'en as du joueur. Ouais. Moi j'ai juste une petite question à FD. Son trade, tu le vis comment toi, en tant que fan des Knicks? Parce que ça m'intéresse en fait. Au bout de la saison, t'as la blessure. Bim, ouais. Le trade compte pas grand chose en plus. Enfin, pas grand chose. C'était pas une dinguerie que vous avez reçue. Ouais, on récupère Kanter, McDermott et du pic, et énormément de pics. Alors j'ai envie de te dire la même chose que pour Quickley. c'est encore frais. C'est émotionnellement c'est un peu taxant parce que voilà, Porzingis c'est quand même le mec qui nous a remis un peu sur la carte NBA au départ de Carmelo. Non, d'ailleurs, en plus, je dis une bêtise parce que Kanter, il vient pour Carmelo. Donc, on récupère McDermott et je sais plus qui. Et DeAndre Jordan. Voilà, c'est ça. On récupère McDermott et DeAndre Jordan pour Porzingis. Donc, il y a cette absence de contrepartie immédiate, puisqu'on va surtout récupérer du pic. Mais il y a quand même ce truc de, de toute façon, la saison, elle a été foutue, hein. 2018-2019, on n'est pas bon. Et il y avait tout cet aspect de on va devoir le prolonger. Il a pas envie d'être ici. Il faut se rappeler, voilà, il y a toute cette histoire avec ses frères qui viennent de Lettonie ou en tout cas qui le font revenir en Lettonie et qui refusent qu'il soit réparé, qu'il fasse sa convalescence à New York. Donc il y a tout cet aspect un petit peu extra-sportif qui fait que il était plus forcément dans un très bon contexte à New York, et donc en fait son départ était assez logique, quoique émotionnellement terrible. Mais au final
si on doit faire un peu le retour 5 ans après du trade, extrêmement positif pour New York parce qu'on a récupéré plein de pics. C'est des pics qui nous ont donné par jeu de vases transférents du Marcus Morris, qui du coup Marcus Morris nous a donné Quickly, qui du coup nous a donné. Enfin, tu vois, tu peux faire il y a un mec qui fait ça sur Twitter et c'est excellent. Il fait en fait l'arbre généalogique du trade de Porzingis. Et en fait, c'est excellent parce que l'argent qu'on donne pas à Porzingis, on l'utilise pour donner à d'autres mecs. Qu'ensuite on trade pour des pics. Ces pics, on les prend pour, tu vois, Grimes, Quickly. Enfin bref, voilà. Mais du coup, émotionnellement taxant, mais objectivement. T'es en train de nous dire que Porzingis, en fait, c'est grâce à Porzingis si aujourd'hui vous avez Bogdanovic, OG Anunoby. Bah en vrai, tu pourrais faire ça avec tous les trades. Tous les trades un peu d'envergure, tu pourrais le faire. Mais ouais, si tu fais la ramification, ouais, il y a un peu de ça, ouais. Celui de Boston qui envoie Pierce et Garnett à Brooklyn est très intéressant aussi. C'est ce que j'allais dire justement, que les fans des Celtics n'oublient jamais le trade de Pierce et Garnett au Nets qui nous donne Jaylen Brown et Tatum en fait. Ouais, puis même il y en a plein. Vous avez vu qu'il y a plein de pics et tout, c'est un bordel sans nom en fait. Oui, et encore dans les pics qu'on reçoit, il y en a où on fait n'importe quoi avec. Mais bon. Il y a Sean si tu nous entends. Par exemple. Il est très bien en Europe, le bougez pas, il est très bien. Oui, c'est vrai. Du coup, ouais. Je vais revenir à Dallas si tu veux. Vas-y. Oui, parce que quand on préparait le pod, moi, ce qui m'a effectivement un peu turlupiné tout le temps, c'est ce côté, il est à New York, prometteur, blessure, transfert à Dallas, et j'ai l'impression que Dallas, ça se passe pas bien. Et en fait, à regarder de plus près, la première saison à Dallas, elle est pas si cata que ça. Ils retrouvent les playoffs, qu'ils avaient pas fait depuis un petit moment, Dallas, et tous les ratings et tout, ils sont pas catastrophiques du tout. Sa saison individuellement elle est correcte. Alors effectivement il y a changement de rôle, il y a un plus petit usage, il y a l'éclosion de Doncic, et finalement il doit finir dans la bulle par perdre contre les Clippers. Et je pense que les deux fois où il va faire les playoffs avec Dallas, c'est contre les Clippers, et je pense que c'est en plus un match-up qui est catastrophique pour lui, parce que c'était l'époque où il jouait, où il finit déjà la première année, il finit pas la série, lui il doit être blessé. Et effectivement c'est un match-up où ça finit très petit, ils sortent Zubac du 5 et je pense que du coup il a été en difficulté Porzingis sur ces match-up là. Mais globalement la première saison à Dallas elle est plutôt correcte. Par contre moi en fouinant un peu, ce que j'ai pu constater à partir de sa deuxième saison à Dallas et le début de la troisième avant le trade, c'est que les ratings de Luka et de Porzingis ensemble ils sont négatifs en fait. Et Luka sans Porzingis c'est extrêmement positif. Donc j'imagine que la synergie entre les deux, elle a pas du tout collé. Certainement, lui, il en a parlé là, ils étaient jeunes et que leur entente, peut-être hors terrain, elle a pas été fantastique. Et du coup, on est passé d'un Porzingis très prometteur à un Porzingis qui était un petit peu, qui s'est fait bazarder à Washington pour pas grand chose. Et on s'est retrouvé avec un mec qui avait plus du tout de cote et on avait l'impression que c'était un joueur négatif. En plus de toutes les blessures, on n'en a pas parlé pour l'instant, mais la post-blessure, post-ligament croisé, à Dallas, il loupait énormément de matchs, très régulièrement. Jamais des grosses blessures, mais des 15 jours de loupés par-ci par-là, très régulièrement. Donc je pense que j'ai du mal à comprendre ce passage à Dallas. Ça démarre pas si mal que ça. Finalement, ça s'effrite. Pour finalement qu'il vaille plus rien, tout simplement. Qu'il vaille Dinwiddie. Mais c'est vrai qu'il y a ce spectre des blessures avec Porzingis où au début de la saison, ces deux premières saisons Onyx, il loupe pas tant de matchs que ça en soi. Il en loupe un peu, mais on sait aussi que sur des grands fins comme ça, vraiment super grands, voilà, on sait qu'il peut y avoir quelques pépins physiques. Et en fait, comme tu l'as dit, tout de suite après ses ligaments croisés, il fait plus une seule saison à plus de 60 matchs en fait. Alors si à Washington l'année dernière. À Washington l'année dernière, c'est vraiment sa saison. Je vais pas dire complète parce qu'il loupe quand même une quinzaine de matchs, mais vraiment où il a joué le plus de matchs depuis ses deux premières saisons Onyx. Une stat que j'avais vue, que j'avais relevée quand on l'avait signé, quand on avait été le chercher à Boston, à Washington pour le ramener à Boston. Alors ça veut pas dire grand chose, mais moi m'avait fait marrer cette stat parce que c'est sur 3 matchs seulement, 94 minutes, donc vraiment un échantillon plus que faible. Il avait un true en playoff, sur ces 3 matchs de playoff la première année à Dallas, il a un true shooting de 71%. C'est indécent. Est-ce que FD, toi tu
tu trouves que à Dallas, est-ce que c'est plus un problème de comment dire, de fit sportif, ou tu penses qu'il y a aussi un problème de fit, on va dire, dans la gestion avec Luka, dans la gestion des rôles, dans le sens où Porzingis, il arrive quand même à Dallas avec l'étiquette, comme tu as dit, à New York, c'était devenu le franchise player en fait, un All-Star, quasiment une saison quasiment de All-NBA avant de se blesser. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté, comme l'a dit Vincent, un peu, à quel point le fait qu'on lui dise maintenant tu vas être qu'un lieutenant entre guillemets, ça l'a pas vexé entre guillemets? Il en a parlé, hein. Je sais plus dans quel podcast, il me semble celui avec JJ Redick là récemment, où il en a parlé effectivement du fait que tous les deux étaient jeunes, tous les deux voulaient être, j'aime pas ce terme, hein, mais voulaient être l'alpha, c'est vraiment le leader du groupe, et que effectivement ils n'ont pas réussi à mettre leurs compétences, ils ont pas réussi à additionner leurs compétences de manière à ce que ce soit plus que leurs deux compétences individuelles ensemble, quoi. Donc il y a un peu de ça. Après, je pense aussi que je reviens vraiment sur l'aspect défensif, hein, puisque Vincent t'en a parlé pour cette série de playoffs. Pour moi, c'est vraiment le tournant de sa carrière, et aussi mentalement, je pense, pour lui. Ça a été le fait qu'il a commencé à être ciblé défensivement. Là où à New York, et même plus tard à Washington et Boston, là je vous laisserai vous prononcer là-dessus. Là où en fait ça a toujours été un défenseur positif, voire très positif, et je pense que cette série où il se fait cibler par les Clippers, et ensuite du coup la saison qui passe après, où en fait tout le monde comprend, en fait Porzingis s'il fait du drop, en fait il faut qu'on le cible. Et je pense que ça a été compliqué pour lui, parce qu'à partir du moment où il devient un défenseur négatif, j'ai l'impression qu'il s'est plus mis la pression pour être encore meilleur en attaque, et du coup à forcer un petit peu, et surtout à vouloir je pense qu'il y a eu un peu ce moment-là. Ah ouais, vous voulez me faire jouer comme un pivot en défense, là où je suis pas le meilleur, donc je me fais cibler, mais par contre en attaque, vous voulez pas me donner du post-up. On se rappelle de cette séquence lunaire de Rick Carlisle en conférence de presse, où il dit devant tout le monde, hein, ouais, en fait, Kristaps, il veut des ballons au poste bas, mais aujourd'hui, le poste bas, c'est plus rentable. Je sais pas si vous vous rappelez, il dit ça texto, mais aujourd'hui le poste bas c'est plus rentable, donc non, je lui donnerai pas plus de ballons au poste bas. Donc je pense qu'il y avait toute cette frustration, à la fois avec Luka Doncic, mais aussi en termes d'utilisation, où il se trouvait pas mis en valeur. Alors c'est très marrant cette déclat, parce que on va en parler quand on arrivera à Boston. Nous, avec Vincent, c'est une des stats qui nous fait le plus halluciner depuis qu'il est là, c'est notamment son efficacité sur post-up. Mais j'en ai une pour ça, si tu veux, d'ailleurs, qui me fait assez halluciner. Vas-y. Quand il était à Boston. Le mec, il a switché dans l'avion entre Dallas et Washington. Mais c'est un truc de fou. Il est tradé, il joue 17 matchs avec Washington. J'ai repris tous ses points par possession sur post-up. Il est sous les 1 toute sa carrière. Ouais, il est à 0,80. Sur 17 matchs à Washington. 1,18 l'année d'après à Washington, l'année pleine l'an dernier. Cette année, il est lunaire, il est à 1,41. Mais il y a un switch à Washington. Alors déjà une pression beaucoup moins importante, l'équipe est pas bonne, mais lui, il est excellent. Et je sais pas ce qui s'est passé, il a développé même un bout de passing, le true shooting il explose, c'est-à-dire qu'il devient, l'année dernière il doit être à 108, cette année il est à 113, enfin il fait partie des joueurs les plus efficaces de la ligue. Il y a un switch vraiment terrible. Je pense que tu as parlé FD du mental et de ce qu'il a vécu à Dallas, ça a pas dû être évident, il a pas dû être mis dans des merveilleuses situations, parce qu'on sent qu'à Washington le mec il s'est épanoui. Alors nous, j'en parle même pas, le mec il est en smile depuis le début de saison, c'en est bluffant. Et c'est vrai qu'il y a eu un switch, et là on redécouvre depuis Washington un joueur calibre, All-Star, enfin le calibre on s'en fout, mais vraiment hyper impactant. Et on va y revenir aussi si tu veux l'histoire, mais sur sa défense qui est redevenue monstrueuse. Ouais, je voulais justement, on va passer, on prend l'avion du Texas direction Washington. Il arrive à Washington, et c'est vrai que comme tu dis, il devient une machine d'efficacité, notamment poste bas, et il obtient beaucoup plus de lancers francs aussi. On le retrouve un peu dans les niveaux de
dans ses taux de lancer franc, il dépasse même les niveaux qu'il avait au Knicks où tu vois FD, tu parlais de sa 3e saison au Knicks où en fait il devient une machine beaucoup plus efficace, il va chercher beaucoup plus de lancers francs et vu qu'il a un toucher de malade pour un joueur de sa taille, bah en fait au lancer franc il a des pourcentages qui sont bons, voire très bons, voire excellents en fait pour un gars de sa taille. Ouais, il a toujours été à 80% minimum et puis là ces dernières saisons il est à 86 quoi, 86, 87. Ce qui est fou pour un intérieur en fait. Et du coup, c'est vrai qu'il a des taux de lancer franc quand il arrive à Washington, où en fait il est sur du 180 sur ses 17 matchs à Washington, là sur les free throw rate plus, 153 la 2e saison, là cette année il a 174. Enfin c'est quand tu vois le rendement qu'il a, le pourcentage qu'il a de réussite au lancer franc, tu te dis mais c'est hyper rentable d'avoir un intérieur qui provoque autant de fautes en fait. Et du coup, il arrive à Washington, beaucoup plus efficace, défensivement aussi. Et alors je sais pas qui va vouloir se lancer là-dessus. Moi, il y a un truc qui m'avait épaté en fait quand il est arrivé à Washington. Alors pas vraiment quand il est arrivé, mais en fait quand on a tradé pour lui, du coup, on a été revoir quelques matchs de Washington pour voir le joueur qu'on avait récupéré. Et j'étais étonné de ses progrès à la passe. Je sais pas si FD c'est quelque chose que tu avais vu chez les Knicks ou à Dallas, mais ses progrès sur du short roll, sur ouais vraiment en tant que connecteur, on va dire, mot qu'on utilise beaucoup au basket lab aussi. Je sais pas si c'est quelque chose que tu avais déjà vu aux Knicks ou à Dallas. Ouais, alors je peux me lancer, y a pas de souci. Non, clairement pas. C'est pas quelque chose que j'ai vu au Knicks. Les stats d'ailleurs le montrent très bien en termes assist percentage. Au Knicks, il dépasse jamais les 7. Donc les 7 c'est dans le pire quart de la ligue. Non, en fait, il y a pour moi il y a 2 choses là-dessus. C'est que il n'a pas eu un très très bon exemple, il n'a pas eu un très bon leader en termes de passes à New York, puisque je rappelle que son mentor, on va dire, c'est Carmelo Anthony. Donc t'imagines bien que quand on donne des balles post-bas à Kristaps Porzingis, que il a vu Carmelo Anthony faire, il fait pas trop de post-up pour faire des passes. Et puis l'autre aspect, c'est que en fait dès le début de sa carrière, et je pense que c'est un petit peu là le switch qu'on voit sur les 2-3 dernières saisons, c'est sur le début de sa carrière, il est exclusivement utilisé comme finisseur d'action, que ce soit sur du pick and pop, que ce soit sur du post-up. C'est exclusivement un mec à qui on donne la balle en fin de chaîne. Tu vois, il y a pas cet aspect. On pourrait faire un parallèle avec d'autres pivots européens. Il n'y a pas du tout cet aspect qu'a Sabonis, qu'a même Nurkic, et je veux même pas parler de l'autre de Denver parce que ça n'a rien à voir. Mais il n'y a pas cet aspect de hub offensif où on va donner la balle au poste haut, on va faire tourner des mecs autour. Il n'y a jamais eu ça avec Porzingis. Peut-être un peu à Boston, là je vous laisserai vous prononcer. Mais exclusivement un joueur de fin de chaîne et très très peu de pick and roll. Tu vois, je parlais de pick and pop, ça il l'a toujours eu dans son jeu, notamment en Knicks, mais pas assez de pick and roll pour vraiment développer un jeu en short roll, donc des prises de décision une fois qu'il reçoit la balle en allant vers le panier. Ça marche. Vincent, toi, t'avais vu des trucs sur sa passe ou comme moi tu l'as vu en fait ultérieurement après. Sur la passe, quand on a tradé, je me suis fait toutes les passes qu'il avait fait l'année dernière, tout simplement. Il avait développé un beau truc avec Bradley Beal sur du démarquage très simple en fait, avec un terrain assez ouvert. On l'a retrouvé beaucoup en début de saison avec Brown, voilà sur du cut où Brown ou Beal se démarquaient et allaient finir fort au panier. Donc ça, sur des lectures finalement assez faciles. Mais en tout cas, il a montré qu'il était capable de le faire. Et chez nous, on voit que quand on lui demande, il est complètement capable de faire des passes après assez simples, c'est pas de la création pure et dure, mais en tout cas c'est quelque chose qui après ça vient aussi avec une maturation du joueur, de l'homme et du joueur. Je pense qu'en fait tous ces très grands, ils mettent du temps à se développer et lui il en a fallu beaucoup, et que ça soit à la passe ou en défense, on sent que là nous à 28, 29 ans, on sent qu'on a un peu la version plus ou moins finie de ce joueur et qui est bien plus efficace que ce qui a pu être en début de carrière. C'est vrai que pour les passes, là, je regardais une stat qui est une stat chère à Guillaume, le assist percentage, le ratio assist percentage sur usage. Et en fait, alors évidemment, on est très loin, comme tu disais, des monstres que sont Sabonis ou Nurkic dans
dans ce rôle-là. Bon, je parle même pas, comme tu l'as dit, de Jokic qui ne joue même pas au même sport que nous, enfin que eux en fait. Mais c'est vrai que le ratio en soi est pas exceptionnel. Il est en dessous des 1, il est sur du 0,5, un truc comme ça. Mais par contre, c'est quand même, on voit le switch en fait entre le moment où il arrive à Washington. Où bah comme tu disais il a du 17,9, 12,9, cette année il est à 10% d'assist percentage, tout ça avec un usage en fait qui va baisser, notamment sur ces 2 saisons à Washington et à Boston par rapport à ce qu'il avait un peu à Dallas et surtout à New York. Comme tu l'as dit Vincent, c'est des lectures qui sont assez primaires. En fait moi je fais toujours le parallèle avec les quarterbacks en NFL où tu vas pas avoir de la lecture secondaire. En fait, si sa première cible qu'il voulait, elle est ouverte, il va l'avoir, il va la trouver, passe simple. Mais par contre, oui, il va pas te chercher des. Enfin, c'est pas Luka Doncic, quoi. Mais bon, ça on le savait. Ouais, Washington, il y a aussi une explosion au scoring, je trouve. Où et là, FD, tu nous disais que tu avais déjà ça à New York sur sa dernière saison, où en fait, en termes de volume et d'efficacité, je le trouve vraiment très fort pour mettre le ballon dans le panier en fait, tout simplement. Est-ce que c'est pas le but du sport au final? Et c'est le but de ce sport en plus, donc parfait. Il a cet aspect fini, enfin à mi-distance qu'il a retrouvé à Washington parce qu'on lui a un peu redonné des ballons là-dessus. Où ouais, il a toujours été plutôt efficace. On sait que c'est pas les tirs les plus efficaces, hein, mais il était suffisamment bon sur ses tirs, toujours autour de 45% à mi-distance, suffisamment bon pour qu'on continue à lui donner, et c'est ça qui fait qu'à Washington il retrouve du scoring à bon volume et à bonne efficacité. C'est vrai que le tir à mi-distance, moi qui suis un pro analytics, on a tendance à voir ça un peu comme le mal, mais en fait faut aussi toujours le ramener aux fonctions des joueurs. En fait, pour les joueurs lambda, le tir à mi-distance c'est pas un bon tir, mais quand t'as des joueurs à la Porzingis ou même le dieu dans le domaine c'est Kevin Durant, je pense. En fait, ils ont une efficacité, une réussite tellement folle sur ce genre de shoot qu'en fait pour eux, en termes de rendement, bah en fait c'est plus efficace, c'est un meilleur rendement d'avoir un KD qui prend un shoot à mi-distance que un shoot à 3 points, tu vois, de je ne sais qui en fait. Ouais, et puis j'ajouterais juste la variété que ça t'offre en fait. Parce que je pense que si Porzingis prenait que des tirs à 3 points, il serait plus efficace. Mais du coup, le tir à 3 points serait peut-être moins ouvert s'il prenait pas de tir à mi-distance. Il y a aussi ça. Ouais. Et d'ailleurs, alors c'est transition parfaite parce qu'on va parler un peu de son shoot à 3 points, entre autres. Là, on s'envole cet été direction Boston. Et j'étais étonné sur les premiers matchs parce que pour moi, j'avais vraiment l'image d'un Porzingis, c'est un stretch 5 quoi. Enfin c'est un poste 5 en intérieur qui peut vraiment spacer le terrain. J'étais étonné notamment sur les premiers matchs du nombre de fois où Porzingis sur pick and pop, enfin on a joué du pick and pop en veux-tu en voilà, et en plus en début de saison il avait une réussite de dingue à 3 points, et j'étais épaté du nombre de fois où en fait les défenseurs ils montaient pas sur lui et ils le laissaient shooter. Alors en plus il est grand, donc pour essayer de le contrer à 3 points c'est même pas la peine, et en plus il le prenait à chaque fois un bon mètre facile derrière la ligne des 3 points, enfin il shootait vraiment de loin, et ouais j'étais étonné que les joueurs ne montaient pas plus sur lui alors que c'était quand même assez connu que c'était un bon shooter. Je sais pas qui veut se lancer sur le Porzingis Boston. Tiens Vincent, je vais te lancer parce qu'il y a une stat dont on a parlé un peu ensemble. Si tu veux parler un peu de ça, il est 98e percentile sur le scoring sur post-up. On en parlait un peu en début d'épisode. Et encore, il est 98e percentile. Les 2 seuls joueurs qui sont devant lui, c'est Nick Richard et Jason Tate, qui ont pas du tout le même usage, le même volume. Donc en fait, autant vous dire qu'il est 100e percentile en fait. Hein. Il est numéro 1. En fait, moi j'en ai deux là-dessus sur son efficacité au scoring parce que cette année elle est complètement en dingo. Donc effectivement sur post-up pour les joueurs qui en jouent plus de 2 possessions par match, et bien les premiers de la ligue avec 1,41 points par possession. Pour dire, le deuxième c'est Embiid, donc bon joueur, il est 1,17. Donc le mec est littéralement sur une autre planète cette année. Je pense que c'est grandement amplifié par le fait quand il joue du post-up, c'est vraiment sur des énormes mismatchs. C'est-à-dire que Boston fait ça très bien
aller trouver des mismatchs. Ils ont joué contre Washington là, quand ils post-up Jordan Poole ou Tyus Jones, effectivement ça fait souvent 2 points, voire 2 points à la faute. Donc je pense que ça booste vraiment son efficacité. Et une autre, pour garder son efficacité, j'ai pris tous les joueurs à plus de 20% d'usage, minimum 20 minutes et 30 matchs joués. Donc on va dire ça va concerner les 3 premières options de toutes les équipes NBA. Mais c'est le deuxième meilleur true shooting percentage de la ligue en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle il a la même efficacité au scoring qu'un Jokic, alors avec des responsabilités bien plus petites. Mais pour dire qu'en fait cette année, son scoring, sa vingtaine de points qu'il met, elle a une efficacité terrible, avec pas une surchauffe à 3 points. Cette année il a 35%, donc c'est tout juste moyen, voire même au moyen, on va dire, je pense que c'est dans ses standards. Donc vraiment il est pas en surchauffe, c'est juste qu'en fait il s'est installé dans un rôle de finisseur d'élite en fait, chez nous. De mismatch killer aussi, parce que voilà, je pense que Boston fait ça très bien. Ils sont à la recherche de mismatch permanent avec Brown, Tatum et lui maintenant, donc ça fait une troisième arme et surtout elle est différente des 2 autres. Donc ouais, le Porzingis de Boston d'un point de vue offensif est assez monstrueux, et on pourra aussi parler de sa défense si tu veux, parce que il apporte beaucoup chez nous. Ouais, on va en venir de sa défense. C'est vrai que sur le 3 points, visuellement, enfin les stats sont pas sur la même longueur d'onde que visuel, parce qu'en fait je trouve que visuellement t'as l'impression qu'il rentre beaucoup de tirs, alors qu'en fait il est tout juste un petit peu en dessous de la moyenne NBA sur sa réussite à 3 points. FD, est-ce que tu veux rajouter un truc sur l'attaque de Porzingis à Boston avant qu'on vienne sur sa défense? Ouais, juste un point sur le post-up qui est super important, que je pense qui est intéressant de souligner. Il a gagné en efficacité sur le post-up au cours de sa carrière, notamment parce qu'il s'est musclé du haut du corps, mais surtout du bas du corps. Je regardais des matchs là, franchement les gars, j'ai fait un effort. Je me suis retapé les matchs de son année rookie pour préparer le podcast, donc j'ai revu les Knicks de Carmelo Anthony vieillissant. Et pour ça, je pense qu'on va devoir penser à une petite compensation ou pas, parce que c'est mon idole Carmelo Anthony, mais maintenant le revoir 10 ans après ou 9 ans après avec des yeux un petit peu comment dire un peu plus analytiques, j'ai mal, et vous m'avez un peu fait douter de mes convictions. Donc bon, mais du coup il y a quelques actions où notamment une où il a Dwayne Wade en mismatch, et en fait il n'arrive pas du tout à se rapprocher du panier, et donc il prend un fadeaway compliqué, et ça m'a un peu rappelé actuellement ce que vit Victor Wembanyama. C'est un bon joueur de post-up parce qu'il a son fadeaway, mais c'est pas quelqu'un qui est capable de se rapprocher du panier, et donc c'est pour ça qu'il n'a jamais été très efficace avant d'arriver à Boston. Et en fait maintenant qu'il est un petit peu plus lourd, plus fort, et qu'il a un centre de gravité un petit peu plus serein, un petit peu plus fort, il peut se rapprocher du panier. C'est aussi pour ça qu'il y a cette évolution sur l'efficacité au post-up. Ça marche. On va venir à la défense, parce que je pense que c'est l'autre gros point positif à son arrivée. Je trouve qu'il avait un peu cette étiquette alors tu l'as dit, FD, il arrive au Knicks avec cette étiquette de grand joueur qui peut protéger le cercle par son envergure, par sa longueur, un peu de mobilité, etc. Après sa blessure, on sent que la mobilité est un peu moins là. Et ensuite, il a une étiquette un peu, quand il revient de sa période Dallas ou même à Washington au début, de mauvais défenseur en fait, où comme tu l'as dit, il se faisait même cibler, notamment en playoff quand il se fait cibler par les Clippers. Il arrive à Boston et moi je le trouve incroyable défensivement en protection de cercle. Et au début, nous, on avait même des doutes entre nous quand on s'est dit on va le faire défendre en drop. On s'est dit on va peut-être prendre la sauce. Après, Brad Stevens fait des moves où on a Derrick White et il va chercher Jrue Holiday, qui sont probablement deux des meilleurs navigateurs d'écran parmi les guards, je pense, en NBA. Donc ça aide énormément Porzingis dans la défense en drop. Je sais pas quel de vous deux veut se lancer là-dessus sur la défense de Porzingis, que je trouve incroyablement bonne depuis qu'il est à Boston en tout cas. Ouais, moi je la trouve monstrueuse effectivement depuis le début de l'année. Les stats de perte d'efficacité des adversaires au panier, elles sont exceptionnelles. C'est quasiment le meilleur de NBA en ce moment. Je pense que il est vraiment mis en valeur par le contexte en fait, vraiment. Les 4 mecs qui jouent le plus avec lui,
il a 4 gros défenseurs avec t'as dit notre bas de courte qui est excellent. Tatum et Brown qui font une très bonne saison défensive aussi. Je pense que sa taille, son envergure et je pense aussi sa maturité qui font j'imagine qu'il lit mieux le jeu et tout, font qu'en fait il arrive à donner à pleine mesure de son physique en fait tout simplement. En plus je pense que nos schémas sont bons parce qu'on a parlé de drop mais on l'a vu souvent en Romé aussi. Et on peut mettre en place ces schémas grâce au personnel qu'il a autour de lui. Donc vraiment, je le trouve monstrueux. Nous, moi depuis que je suis Boston, on n'a jamais eu ce grand pivot, ce très gros protecteur de cercle. On a eu plutôt des pivots qui faisaient du switch all avec Horford notamment, très bon, mais pas dans ces schémas-là et pas dans cette dissuasion, dans cette qualité de dissuasion au panier. Et d'ailleurs, Boston Dans le rôle de Romer, on avait Robert Williams quand même qui était. Ouais, mais on avait Rob, mais tu vois, ça jouait quand même avec deux grands. Rob tout seul, c'était pas si efficace, tu vois. Alors que là, Porzingis peut tenir tout seul, en fait. C'est un peu la différence que je vois. C'est-à-dire que le 5 avec Holiday, White, Tatum, Brown et Porzingis, il est excellent. Et il peut même jouer avec Horford, ça fait le boulot complètement. Donc je pense vraiment qu'il est mis en valeur aussi. Je pense que lui, il a bien mûri et il a un contexte autour de lui hyper favorable pour mettre en valeur ses qualités. Puis en plus, je trouve que là où on parlait du fait qu'il se faisait cibler, peut-être depuis sa blessure, qu'il avait perdu en mobilité, FD il parlait du fait qu'il s'était musclé du bas du corps, etc. Moi je trouve il est pas si, je trouve qu'il est plutôt correct en mobilité actuellement. On l'a vu parfois devoir switcher sur des plus petits, et je trouve qu'il est plutôt correct pour un gars de sa taille. Alors est-ce que ça vient du fait qu'il a musclé son bas du corps, je sais pas, mais ouais, je le trouve beaucoup plus mobile que sa période Dallas par exemple. FD, je sais pas si tu veux rajouter un truc sur la défense de Porzingis. Non, je suis d'accord avec le constat que vous en avez fait. C'est vrai que post blessure, en fait, je pense qu'il y a vraiment un switch quand il se fait les croisés, parce que à New York, c'était à partir de sa 3e année, tu vois, il arrive à comprendre les schémas collectifs. C'était aussi ça le problème sur ses premières années, c'est que individuellement, oui, il était fort, oui, il y avait des super contres, c'était super spectaculaire, mais dans la défense collective, c'était un petit peu plus compliqué. À partir de la 3e année, il arrive un petit peu à assimiler tous ces éléments. Ça devient un excellent défenseur en plus d'être un attaquant formidable. Et c'est vrai que post-blessure, il y a un petit peu ce switch physique qui fait qu'il perd un peu en efficacité défensive. Mais je suis très content de le voir dans un contexte à Boston où pour moi, effectivement, comme l'a dit Vincent, il y a tout le personnel autour de lui pour... alors peut-être pas pour le mettre en valeur, mais au moins pour maximiser ses qualités défensives. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et pour les quelques lacunes qu'il peut avoir défensivement, au moins elles peuvent être comblées autre part. Et je pense que typiquement, tu vois, arriver en playoff, c'est pas du tout quelque chose qui va pouvoir être ciblé par les équipes adverses. Au contraire, je pense qu'il t'apporte de la polyvalence défensive, tu vois, où t'as des profils un peu différents. Tu peux prendre Al Horford, tu peux prendre maintenant Xavier Tillman défensivement, et t'auras des options défensives différentes. Donc ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en playoff. Ouais. Il y a des belles batailles tactiques qui s'annoncent à l'Est. J'espère que t'as raison. Après, c'est le dernier step pour lui, c'est de prouver qu'en playoff, il va pouvoir répliquer ce qu'il est en train de faire là. Parce que là, nous, on est tout foufou. Ça marche super bien et tout, mais le juge de paix, pour lui, ça va être les playoffs, encore une fois. Et qu'ils soient en santé. C'est clair. Je suis d'accord. Mais du coup, en fait, là, quand on écoute tout ce qu'on dit, en fait, on a un grand de plus de 2m15 qui peut shooter à 3 points, qui est élite au scoring en fonction du type de scoring qu'il fait, et qui peut protéger le cercle. C'est un peu la pépite que tout le monde cherche en fait chez les intérieurs. Tu vois là, FD, toi qui scoutes un peu pour les drafts, t'as un prospect qui peut shooter à 3 points, protéger le cercle et qui fait sa taille. C'est tout en haut dans ton tiers, dans ton big board, non? Ouais, surtout. Alors, tu vois, peut-être un petit peu moins aujourd'hui qui a, je dirais, 7-8 ans, où effectivement ce profil de licorne, c'était ce que tout le monde cherchait, tu vois. Désolé pour Dragan Bender à qui on a donné qu'on a assimilé en fait dans la Porzingis, dans la vibe Porzingis. Ouais, je pense que ce profil est peut-être un petit peu moins recherché maintenant maintenant qu'on a compris comment créer du spacing sans avoir de tir extérieur.
Tu vois, je pense que il y a 7-8 ans là, si on dézoome un peu, il y a 7-8 ans, on se dit waouh, ok, le futur de la ligue c'est le tir à 3 points, donc il nous faut 5 joueurs qui peuvent tirer à 3 points. Et aujourd'hui, je pense qu'on a compris, je pense notamment au Jazz qui utilise super bien Walker Kessler dans ce sens-là. On a compris comment créer du spacing, même si ton pivot ne tire pas. Même les Cavs. Hein. Donc je pense que ce profil de licorne est peut-être un petit peu moins unique dans les drafts actuels, mais effectivement c'est quand même un super joueur à avoir parce qu'il t'offre de la polyvalence et ça te permet d'avoir en fait avoir un poste 5 comme Porzingis, ça te permet de prendre un petit peu plus de risques, notamment sur des postes 3 ou 4 où tu vas dire ouais bon c'est pas grave si lui n'est pas un tireur, on va pouvoir créer du spacing autrement. Ouais, même tu prenais l'exemple du Jazz, même les Cavs, qui arrivent à performer alors que parfois ils ont quand même des line-up avec Okoro, Jarrett Allen et Van Mobley. Hein. Ouais, mais tu vois, c'est pas forcément leur meilleur line-up, mais voilà, c'est ça. J'aurais tendance à dire que justement eux c'est peut-être à l'inverse où ils ont quand même un spacing qui parfois fait un peu mal aux yeux et qui limite un peu leur efficacité en attaque. Du coup, on va faire une transition sur le futur de Porzingis. On a beaucoup parlé de maturité dans son jeu, dans sa compréhension du jeu. Est-ce que vous pensez que là on est arrivé un peu à la version finale de Porzingis, ou vous pensez qu'il y a encore des trucs qui peut améliorer, des trucs qui peut changer avec l'expérience ou ouais, avec le temps, en taffant sur 2-3 critères, je sais pas, FD par exemple, si toi tu vois un truc dans lequel tu te dis il est excellent, mais si il pouvait progresser là-dessus, il serait top 5 MVP quoi. Moi là où je vais l'attendre, notamment en playoff, ce que disait Vincent, le révélateur, c'est sur sa qualité de passe. Si effectivement Boston veut lui donner des balles au poste bas en playoff, il faudra qu'il prouve qu'il est capable de faire les bons kick-out, qu'il est capable de faire de prendre les bonnes décisions. Donc c'est un petit peu pour moi le dernier aspect de son jeu où il a encore une énorme marge de progression, c'est sur cette capacité de passe et cet aspect de connexion. Sur le reste, je pense honnêtement qu'on arrive à un produit fini. Ouais. Je le vois pas trop évoluer sur d'autres aspects de son jeu. Mais voilà, cette qualité de passe, c'est aussi, je pense, qui va pouvoir lui donner une longévité. Longévité? Non, c'est pas français ça. Longévité. Voilà, longévité, merci. C'est ce qui va pouvoir lui. Il est dit dimanche à 10h pour les éditeurs. Une longévité qui va lui permettre aussi de continuer longtemps dans la ligue. Je pense que voilà, je mettrai un petit swing skill sur sa capacité à faire des passes et à pas forcément des passes de haut niveau, mais juste des passes de connexion et des passes de création lorsqu'il va attirer la défense. Vincent, toi t'es d'accord avec ça? Tu vois autre chose, sachant que Porzingis a 28 ans, donc il est pas vieux, mais bon, il est pas tout jeune non plus. Normalement, 28 ans, t'arrives un peu au pic de ta carrière, on va dire. Est-ce que tu penses qu'il peut quand même progresser là-dessus ou sur d'autres aspects de son jeu? Moi, je suis complètement d'accord. À mon avis, on est vraiment complètement sur le produit fini là, parce qu'en fait, on décrit un mec que nous on estime très très fort. D'ailleurs, je trouve ça super intéressant parce que quand FD nous a parlé de son profil pré-draft et à son arrivée dans la ligue, et ben si on reprend le début du pod et maintenant ce que nous on a décrit à Boston, on n'est pas loin de la version un peu attendue maximale presque. Hein. Alors oui, peut-être qu'on pouvait attendre un créateur finalement pour les autres, mais qu'on n'aura jamais. Moi, je pense qu'on est vraiment sur effectivement le Porzingis au maximum de sa carrière en ce moment. T'as parlé de la longévité, effectivement, là ce qui est bien, c'est qu'il est dans une bonne équipe qui n'a pas forcément besoin de lui pour gagner, ben on tire pas du tout sur la corde. Clairement, il joue pas tous les back-to-back, on sent qu'on fait très attention avec lui, parce qu'il y a de la marge de manœuvre aussi dans cette équipe. Donc vraiment, effectivement, les bonnes décisions, les bons tirs dans les grands moments, les moments chauds, effectivement, c'est là où on va l'attendre. Moi j'attends, en fait finalement j'attends pas grand chose de plus que lui, parce que nous en ce moment on lui demande pas grand chose de plus, hein. On lui demande de punir quand il y a à punir, de finir les actions, et plus il va mettre 2-3 points, effectivement, plus il sera efficace et dangereux et il les tirera les défenses. Mais le profil, je le vois pas évoluer beaucoup maintenant. Ouais, de toute façon, c'est ce que je m'étais un peu dit en conclusion un peu de ce podcast, parce que je pense qu'on a fait un bon petit tour là. C'est qu'en fait, on a
la version que les Knicks voulaient. On l'a, mais en plus mature et arrivé à maturité en fait, parce que comme FD le disait, il arrivait avec cette étiquette de licorne, de grand qui peut shooter et protéger le cercle et être efficace au scoring. Ensuite, il part à Dallas où blessures plus environnement font que il est un peu utilisé en bout de chaîne et pas vraiment sur ses points forts, ou du moins il est pas aussi efficace. Et ensuite Washington puis Boston où en fait il redevient la machine d'efficacité qu'on voyait en lui, plus des petits flashs, on l'a dit, dans son jeu de passe, même si comme l'a dit FD, je pense que c'est vraiment son dernier point qu'il pourrait améliorer pour devenir vraiment difficilement défendable. Je pense que j'ai bien résumé, les gars. Est-ce que vous voulez faire dire un petit dernier mot sur eux, sur Porzingis avant qu'on termine ce podcast? Non, j'ai hâte qu'on se retrouve en finale de conférence pour qu'on voit le duel Hartenstein-Porzingis pour voir vraiment qui est le meilleur pivot de la conférence. Ah bah, Embiid doit être content d'entendre ça. Ah, il est blessé. Ah, on peut pas se... J'espère bien qu'on aura le dessus avec Hartenstein quand même, quoi. Ouais, j'ai beaucoup d'ailleurs. Non, merci beaucoup pour l'invitation, les gars, c'était cool. Ouais, ça marche. Merci à toi. N'hésitez pas à partager notre podcast, à le noter sur les plateformes d'écoute. On le dit pas souvent, mais ça nous aide. N'hésitez pas à interagir avec nous, notamment sur Twitter, enfin sur X maintenant d'ailleurs, où on est assez actif individuellement du moins. Dites-nous ce que vous pensez de Porzingis, qui est un joueur dont la cote a quand même fait les grosses montagnes russes depuis le début de sa carrière. FD, merci d'être venu, d'avoir apporté ton expertise, comme quoi les fans des Celtics sont quand même ouverts, ont quand même de l'ouverture d'esprit, parce qu'on invite des Knicks quand même, des fans des Knicks. Donc voilà, si vous connaissez pas encore FD, vous pouvez le retrouver sur QI Basket, sur Envergure, parfois en intervenant chez Guillaume du Basket Lab, et qui est la pépinière des podcasteurs français. Guillaume, c'est bien ça, FD? Ouais, c'est ça, ouais. Vous pouvez me suivre sur Twitter, mais vous verrez pas grand chose. Je suis pas très actif. Mais non, surtout, en ce moment, surtout sur le Basket Lab, là, sur l'hebdo, donc toutes les 3 semaines. Et puis ouais, un peu sur QI Basket quand j'aurai le temps d'écrire quelque chose. Ça marche. Vincent, merci à toi également. Et merci. Donc, je vous dis à la prochaine. À plus. Ciao. About a 2-second difference between the shot clock and game clock. Thomas on the drive, pull-up jumper, it's good! Isaiah Thomas gives the Celtics the lead with 2.4 remaining. 13 fourth quarter points. And Atlanta calls their final timeout. So many big shots for both teams, Jeff.